Et salut à toi, bienvenue dans Business en bagnole. J'adore ce nouveau nom. Bon, comment ça va, très cher investisseur rentable? J'espère que tout va bien de mon côté. C'est au top du top. Ce qu'on va faire, c'est que je voulais te parler. Alors, j'ai lu un truc sur le Titanic qui est assez dingue. Est-ce que en fait tu connais l'histoire précise? Enfin, un petit peu comment sont déroulés les faits. On a tous vu le film, je pense, mais pas trop ce qui se passe dans le film, parce que bon, là, on sait, hein. Voilà, il y a des pauvres, il y a des riches, un iceberg et pouf, plouf. Voilà. Mais en fait, l'histoire, quand tu t'intéresses un peu plus dans les détails, c'est assez rigolo et puis ça nous enseigne pas mal de choses pour ce qui nous intéresse, pour notre évolution personnelle et puis le business, puis les finances et plein de choses. Et alors en fait, je vais te résumer un peu le truc. Donc le Titanic, tu vois, c'était enfin il a été fini, prêt à partir en 1912. Je sais pas combien de temps ils ont mis à le construire, plusieurs années. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment une révolution technologique de dingue, hein, puisque c'est un bateau qui fait plus de 200 mètres. Enfin, c'était voilà, un paquebot. On a tous vu des images, hein, un truc magnifique, hyper racé, hyper moderne pour l'époque, hyper beau. Et puis surtout, il y avait tout un marketing autour et toute une campagne de communication qui consistait à dire voilà, c'est un bateau qui est insubmersible, c'est le bateau le plus solide du monde, le plus sûr, le moins risqué, le plus confortable, le plus beau, et surtout on peut pas le couler, il est incoulable, il est insubmersible. Et en fait, ils s'étaient dit qu'ils allaient communiquer autour de ça, parce que les architectes qui ont conçu le navire ont intégré une révolution qui, à l'époque, alors maintenant c'est tout à fait classique, mais à l'époque c'était une révolution, c'est-à-dire que ils ont sectorisé la coque par caisson étanche, et que si jamais il y avait une brèche dans la coque, il suffisait de fermer un caisson. Et puis on avait voilà, ça prenait l'eau juste dans le caisson en question, et puis vu que c'était étanche, ça venait pas contaminer entre guillemets le reste de la coque, et donc du coup le bateau pouvait pas couler. Donc ils avaient calculé tout ça, etc. Il y avait un certain nombre de caissons, je ne dirais pas le nombre exact parce que je te dirais des conneries, mais dans la coque il y avait un certain nombre de caissons tout le long. Et ils étaient partis du principe que voilà, le bateau pouvait pas couler. Ils avaient fait tous les calculs. S'il y avait un caisson, bon, mais on le fermait. Alors on fait tous les calculs. Ok, bon, au pire, le bateau il se couche, mais il coule pas. Ok, un autre caisson, tac, ok, machin. Et en fait, ils étaient partis du principe qu'il y aurait jamais un trou dans la coque qui ferait plus de 4 caissons de long. Tu vois, parce que les caissons, donc tu vois, ça faisait des secteurs sur la coque, et ils étaient partis du principe que c'était impossible qu'il y ait un trou qui fasse 4 caissons, quoi, qui fasse plus de 3 caissons, même plus de 1 caisson. Dans leur tête, c'était déjà quasiment impossible, tu vois, parce qu'on parle d'un bateau de 200 mètres, hein, donc ça fait des beaux trous à chaque fois, tu vois. Et donc eux, ils étaient partis du principe que voilà, 2-3 caissons, mais 4 caissons, c'est juste pas possible, et au-dessus, c'est encore moins possible, tu vois. Et donc du coup, ils sont partis de ça, et ils ont dit voilà. Donc à partir du moment où il peut se passer des trucs, mais bon, il va y avoir des petits trous, et à partir du moment où on peut isoler les caissons, l'eau elle peut rentrer, hein, c'est pas un problème. Le bateau il va être un peu déséquilibré, au pire voilà, il va un peu se casser la gueule, mais il pourra pas couler, les gens seront sauvés. Et c'est aussi un petit peu pour ça que il y avait ce problème de canaux de sauvetage, hein, qu'on connaît tous. Ce qui a fait que la catastrophe du Titanic a été extrêmement meurtrière. Il y a eu plus de 1000 morts, hein, me semble-t-il. C'est qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Puisque pourquoi mettre finalement assez de canaux de sauvetage si tu sais que le truc il est insubmersible? Parce que à l'époque, hein, c'était en 1912, il n'y avait pas les normes comme aujourd'hui. Il n'y avait pas il y avait pas le nombre minimum de canaux de sauvetage par rapport à l'équipage, etc. Donc c'était plus là pour décorer, tu vois, limite c'est un peu la curiosité. Des canaux de sauvetage, mais le bateau ne peut pas couler. Et voilà, donc ils étaient partis de ce postulat, alors qu'on sait très bien que dans le business, dans la vie, ça fonctionne pas comme ça. Et l'histoire nous a montré que l'iceberg était tellement gros que alors il y a eu
y a eu des études sur cet iceberg parce qu'après il a été photographié par les bateaux qui sont venus, tu sais, à la rescousse pour les gens qui n'étaient pas morts pour venir les récupérer. Et apparemment, il a été photographié. En tout cas, ils sont quasiment sûrs que c'est le bon iceberg qui a été photographié parce qu'il n'y en avait pas non plus des aussi gros de partout, tu vois. Et ils ont déduit par la taille, du coup, la masse, le poids de l'iceberg. Et en fait, il était plus lourd que le bateau. Donc l'iceberg qui est entré en collision avec le Titanic était plus lourd que le Titanic. Enfin, plus lourd qu'un bateau de 250 mètres rempli de gens, tu vois. Donc t'imagines un peu la taille du morceau, quoi. C'était pas un truc de rigolo. Et donc, on le sait tous, hein, ce qui s'est passé, c'est pas un caisson, 2 caissons, 3 caissons, c'est que l'iceberg a frotté sur toute la coque, tout le long de la coque, hein, comme c'est montré dans le film. Hein. En fait, a priori, selon les témoignages, il y a un des veilleurs, un des membres d'équipage qui a vu l'iceberg, donc qui a crié iceberg au niveau de la timonerie du commandant. Le commandant, ce qu'il a fait, vu qu'il était hyper confiant par rapport à son bateau, qui était insubmersible, etc., on l'avait prévenu qu'il y avait des icebergs, si tu veux. Il y avait eu un message radio qui avait été passé sur les ondes où on disait attention, dans ce secteur il y a des icebergs. Mais lui, il était un peu plus au sud, tu vois. Donc lui il s'est dit dans sa tête, c'est bon, je suis plus au sud, il y a 3 icebergs, en plus j'ai un bateau insubmersible, je suis pépère. Donc ce qui se passe, c'est que il n'avait pas diminué sa vitesse, il était à fond de ce qu'il pouvait faire, tu vois. Donc le Titanic, c'est 20-25 nœuds je crois. Donc ce qui fait dans les 50 km/h, a priori tu me corrigeras si tu fais du bateau, mais ça fait dans les 50 km/h. Donc tu vois, un truc de cette taille et de ce poids-là, lancé à cette vitesse-là, qui tape dans un autre truc qui fait le même poids, forcément ça fait des dégâts. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand le mec a crié iceberg, le capitaine, il a beau couper les machines et puis essayer de virer. Alors déjà là, bon, les gens sont pas très d'accord, les experts qui ont regardé un peu cet accident et qui ont fait des expertises sur ce qui s'est passé. Parce que y en a qui disent, enfin même la majorité disent que pour manœuvrer un bateau comme ça, c'est très long. Hein. C'est pas un bateau, les paquebots de cette taille-là, ça s'arrête pas en 1 mètre. Hein. C'est-à-dire que tu coupes les moteurs, le truc il fait encore 1 kilomètre. Hein. Donc il faut mettre les machines arrière pour le freiner, etc. Enfin c'est un truc de dingue. Et tu tournes la barre, il tourne pas tout de suite, quoi. Il faut un moment pour qu'il commence à tourner. Enfin c'est comme si tu conduisais un truc énorme. C'est très pâteau, tu vois. Et donc il y a des experts qui disent qu'il aurait pas dû justement couper les moteurs, au contraire, parce que si tu coupes les moteurs, ça souffle moins bien au niveau de la dérive, là, enfin, je suis pas expert en bateau, hein, mais tu vois, de la quille ou de je sais pas quoi. Et donc du coup, le truc il est moins réactif pour tourner. Donc il s'est mis à tourner encore moins vite que ce qu'il aurait pu faire s'il avait pas coupé les moteurs. Mais d'un autre côté, il avait commencé à ralentir un tout petit peu. Alors ça devait pas être grand chose, hein, vu qu'ils l'ont vu un peu au dernier moment. Mais voilà. Donc, c'est un peu un débat là-dessus. Mais a priori, ils sont plutôt d'accord pour dire que c'était un peu une connerie de couper les moteurs. Mais bref, donc il a tourné le volant. Et puis, le Titanic a commencé à tourner. Et au lieu de se manger l'iceberg pleine poire, pleine face, il l'a mangé un petit peu sur la proue, là, à l'avant, sur le côté. Et puis, ça a raclé tout le long. Et ce qui s'est passé, on connaît l'histoire, hein, c'est que ça n'a pas fait un trou de 1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, ça a fait une espèce de brèche de je sais pas combien de dizaines de mètres, et donc du coup, il n'y a pas un seul, 2, 3 caissons, il y a eu 4 ou 5 caissons qui ont été submergés, et puis du coup, il y avait les calculs des ingénieurs, c'était mort, quoi. C'est-à-dire que eux, ils avaient calculé jusqu'à 4 caissons, au-dessus c'est impossible, il y en a eu plus. Donc voilà, après c'est de la physique toute simple, hein. C'est-à-dire que quand il y a trop d'eau dans un bateau, il coule. Donc ce qui s'est passé, c'est que inexorablement il s'est trop rempli, et puis t'as vu le film, hein. Donc voilà, il y a eu des soucis au niveau inférieur, et puis après le bateau s'est mis debout, après le bateau s'est cassé. Mais ça à l'époque on le savait pas que le bateau s'était cassé, c'est-à-dire que vu qu'il y avait énormément de témoignages de gens paniqués, etc., on n'était pas sûr que le bateau s'était vraiment cassé. Je vais t'expliquer après ce qui s'est passé. Et donc, en fait, on se rend compte qu'une erreur toute simple de présomption, c'est-à-dire que les ingénieurs sont partis d'un postulat bête, en fait, de dire c'est impossible qu'il y ait 4 caissons qui soient plus de 4 caissons qui soient inondés. Alors que s'ils avaient dit attends,
ok, s'il y a plus de 4 caissons qui sont inondés, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme haute parade? Vu que le truc il flotte plus, tu vois, il y a trop de poids, machin. Et alors c'est pas moi qui l'invente, hein, il y a eu des dizaines, c'est un des cas les plus expertisés, je pense, de l'histoire des accidents de bateau. Hein. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mis d'accord, les experts, pour dire que si ils avaient rajouté des pompes, c'est-à-dire des pompes pour, si jamais il y avait plus de 4 caissons d'immerger, pour pomper l'eau et la rejeter et ainsi de suite, tu vois, fermer, machin, ils auraient pu, en tout cas, peut-être pas éviter le truc, mais le retarder pour avoir le temps d'avoir de l'aide, ou carrément l'éviter et que le bateau puisse continuer sa route malgré la brèche. Comme c'est sur les bateaux actuels d'ailleurs, parce que maintenant les bateaux sont beaucoup plus sectorisés et ont des pompes justement pour écoper. On n'écope pas avec des seaux comme dans les films, tu vois. Donc ce qui s'est passé, tu vois, c'est que d'un manque de remise en question, dans le dernier podcast, il me semble qu'on parlait du danger de se croire arrivé. Du danger de se croire le meilleur, de pas remettre en question ce qu'on pense, de pas remettre en question ce qu'on dit, et d'être je suis arrivé, c'est moi l'ingénieur, c'est moi l'architecte du Titanic. Moi je te dis que c'est impossible qu'il y ait plus de 4 caissons qui soient submergés, donc c'est impossible qu'il y ait plus de 4 caissons qui soient submergés, tu vois. C'est moi, je détiens la vérité, j'ai raison. Là, je te parlais aussi il y a quelques podcasts de comment ça se passait dans la fonction publique et dans les administrations. C'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même délire. C'est-à-dire, voilà, j'ai l'autorité, j'ai décidé, j'ai choisi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que, avec un peu de remise en question, et puis avec un peu de... avec quelques sécurités simples, de se dire, attends, voyons encore le pire, et ainsi de suite. Comme il faudrait faire dans le business finalement, comme il faudrait faire aussi dans l'immobilier. C'est pour ça que je te parle toujours de cette année d'esprit tranquille à garder de côté, parce que ça évite d'avoir ces problèmes, tu vois. Un appart c'est pareil, ça peut être inondé, et puis peut-être que même si l'assurance elle va fonctionner, c'est quand même bien d'avoir de l'argent de côté pour le temps que l'assurance rembourse, parce que ça met tout le temps de plombe. Ou si elle rembourse pas la totalité, de pas être dans la merde parce que tu peux plus rembourser la banque. Et la banque, elle te fera pas de cadeau. Donc, tu vois, c'est toujours la remise en question. Et en fait, la remise en question dans le monde, dans la vie, c'est vraiment très général. C'est vraiment une règle de vie. La remise en question, c'est quelque chose de très bon. En fait, ça peut t'apporter que du bon. Alors, faut pas que ça soit une remise en question qui est maladive, de tout remettre en question, d'avoir aucune confiance en soi. Mais sur des projets importants comme ça, de prendre 5 minutes pour se poser et dire attends, est-ce qu'on a bien tout vu là? Est-ce qu'on a vu le pire? Et aussi de prendre des avis extérieurs, parce que ça se trouve, l'équipe qui a conçu le truc et qui a dit de toute façon c'est bon, on est large, le truc il est insubmersible parce que plus de 4 caissons c'est pas possible, ils auraient soumis ça, tu vois, à d'autres personnes dans leur réseau, tu vois, je sais pas moi, à d'autres architectes, voire même une autre société où ils auraient embauché quelqu'un qui serait arrivé comme une fleur à ce moment-là, qui aurait dit mais attendez les gars, mais ok, s'il y a moins de 4 caissons, il est insubmersible le bateau, ok, il pourra pas couler. Par contre s'il y a plus, il est plus insubmersible, tu vois. Donc bref, danger de pas se remettre en question. Alors je vais te raconter la fin de l'histoire quand même du Titanic parce que c'est pas terminé. Donc à l'époque, donc ce jour-là, quand le Titanic s'en va, donc c'était à la fin de l'hiver en 1912. Donc le Titanic, c'est son voyage inaugural en plus. C'est pas genre il a fait déjà plusieurs fois l'aller-retour, tu vois. C'est la première fois qu'il part pour aller aux États-Unis. Donc toute la presse, tu vois, les journalistes, les photos, le bateau à submersible, tu vois, ils voulaient monter une nouvelle ligne qui fasse des allers-retours fréquents. Ils voulaient faire toute une flotte de bateaux et vraiment révolutionner le truc. À l'époque, c'était vraiment une révolution technologique. Aussi gros, aussi luxueux, aussi beau, aussi pas cher pour faire la traversée, etc. Plusieurs classes, machin. Et puis un niveau de service à bord de dingue. Donc le truc part pour son, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Pour son voyage inaugural, et poum, il se plante quoi. Il se plante pour un faisceau de problèmes. L'histoire des 4 caissons, et puis l'histoire du capitaine qui fait plusieurs erreurs, qui diminue pas sa vitesse malgré qu'on lui ait signalé des icebergs. Donc ça, c'est ce qu'on disait à l'époque. C'est ce qu'on disait sur les premières enquêtes. Et puis qui a coupé les moteurs au lieu de pas les couper tout de suite pour virer plus rapidement. Peut-être que la brèche aurait été moins importante. Voilà, ça aurait peut-être
l'iceberg serait peut-être un petit peu passé un peu plus loin, ou ça aurait fait moins de dégâts. Mais là, je te parle de, voilà, on est avant-guerre, tu vois. On est avant-guerre, après il y a la guerre, après, il y a eu toute une campagne de gens qui ont voulu savoir, bien sûr, après l'accident, ce qui s'était passé. Et donc on met un peu tout sur le dos du capitaine, on met un peu tout sur le dos de l'armateur parce qu'il n'y a pas assez de canots de sauvetage. Et puis on dit voilà, et puis les architectes, ils ont un peu fait les cons. Et ça, on s'en rend compte un peu après. Et en fait, personne n'avait vu l'épave du Titanic avant les années 70. Je crois que c'est en 75 de mémoire, tu vérifieras si l'histoire t'intéresse. Donc, parce qu'on n'avait pas la technologie, parce que le truc il est au fond de l'océan, à je sais pas combien de milliers de mètres de profondeur, et on pouvait pas y aller, tu vois. Et dans les années 70, on arrive enfin à monter une expédition qui, pour la première fois, va prendre en photo l'épave du Titanic, et filmer l'épave du Titanic. Et remonter éventuellement 2-3 échantillons, tu vois. Et là on se rend compte qu'il s'est cassé. Parce qu'on avait un doute, on savait pas trop, tu vois, comment ça s'était passé. Mais là, on arrive à refaire le fil. Les scientifiques arrivent à refaire le fil un peu de ce qui s'est passé en analysant la coque, en rentrant dans l'épave, en analysant tous les matériaux, le bois, etc. Comment ça s'est comporté, les cabines. Et on se rend compte en effet qu'il s'est cassé, comme on voit dans le film, où à un moment, il s'est foutu à la verticale et il s'est cassé en deux. Donc là, on commence à en apprendre un peu plus. Et puis, encore bien des années après, quasiment 20 ans plus tard, il y a encore une autre expédition avec encore un sous-marin encore plus de meilleure qualité, plus récent, plus à la pointe. Et là, on arrive carrément à remonter un morceau de coque, un énorme morceau de coque, parce qu'il faut pas un tout petit bout, voilà. Donc il fallait vraiment pour pouvoir étudier l'acier qu'avait utilisé, les propriétés mécaniques, comment ça quel type d'acier on avait utilisé, quel type de refroidissement et tout, parce que ça change vachement les propriétés mécaniques de l'acier, la résistance et l'élasticité, etc. Donc on arrive à remonter un bout significatif de la coque avec plusieurs morceaux, puisque à l'époque on soudait pas les plaques, les techniques de soudure étaient pas au point, donc on rivetait. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les normes à l'époque, ce qui devait se passer, c'est que normalement, on devait, pour avoir une étanchéité parfaite, il y avait plusieurs solutions. La première solution, c'était de riveter deux plaques ensemble avec une rangée de rivets. Et là, on arrivait à peu près à l'étanchéité, mais bon, c'était pas optimal en termes de résistance. On pouvait riveter deux plaques avec deux rangées de rivets. Et là, en effet, ça fonctionnait bien, pas de souci, c'était étanche, ça résistait bien. Et puis, on avait dit, à l'époque, non, quand même, pour ce genre de bateau, ce qu'il faudrait faire, c'est, pour être vraiment optimal, 3 rangées de rivets. Parce que, comment ça fonctionnait ? T'avais deux plaques d'acier, de tôle hyper épaisse, tu vois. On parle de la coque d'un bateau, d'un paquebot, donc c'est pas du papier alu le truc. Hyper épais, et donc on venait percer ces deux plaques et on venait les riveter. Et on rivetait pas comme on rivette maintenant avec une pince à rivet, tu vois, parce que c'est pas la même taille. Donc en fait, on faisait chauffer le rivet à 600 degrés, tu vois, au rouge, et on venait l'enfiler encore chaud dans le trou, et en martelant de chaque côté, on venait écraser les têtes de rivet pour donner cette forme caractéristique du rivet. Et vu que c'était encore chaud, c'était dilaté, et quand l'acier refroidissait, quand le métal refroidissait, un métal qui refroidit se contracte, donc le rivet en refroidissant se contractait énormément et ça faisait une étanchéité parfaite entre les plaques. C'est comme ça qu'on construisait les bateaux. On faisait pas de soudure bord à bord, etc., comme maintenant où on n'a plus les mêmes techniques. Et en fait, on s'est rendu compte en remontant des morceaux de l'épave du Titanic qu'il y avait des problèmes de qualité de l'acier, et que notamment aux endroits critiques, on avait 2 rangées de rivets au lieu de 3 rangées de rivets. Pourquoi ? Pour une question peut-être d'économie, ou pour une question de difficulté d'approvisionnement, parce qu'à l'époque c'était pas simple de s'approvisionner des grandes quantités d'acier, de métal, de matières premières. Et en fait, on s'est rendu compte bien des années plus tard, puisque quasiment 100 ans plus tard, un peu moins de 100 ans plus tard, 80 ans, que en fait, s'il y avait eu 3 rangées de rivets finalement, les calculs montrent que ça se trouve le bateau n'aurait pas sombré, ou en effet on aurait eu quand même on aurait eu un trou dans la coque, mais
on serait pas passé au-dessus des fameux 4 caissons. Donc encore une fois, tu vois, des années et des années après, on remet encore en question le déroulé de ce qui s'est passé et finalement les responsabilités. Parce que les responsabilités sont partagées entre énormément de facteurs. Donc voilà, cette petite histoire, je voulais la partager avec toi. Enfin, cette petite histoire, c'est la catastrophe, sûrement une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire des bateaux, des paquebots à mon avis. Et puis voilà, tout le monde connaît le film, tout le monde connaît les événements, en tout cas de la façon dont on nous les a montrés, mais sans trop rentrer dans les détails. Et c'est vraiment très intéressant de se poser les questions du pourquoi et du comment et de l'analyser de la façon business, tu vois, de la façon qui nous intéresse, de la façon évolution personnelle, de la façon améliorer les processus pour faire les choses mieux. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi. Si ça t'a inspiré cette petite histoire de Titanic, tu peux me le dire dans les commentaires de cet épisode et éventuellement mettre 5 étoiles pour qu'on arrive à remonter au niveau de France Culture. Je vois cette blague avec France Culture, maintenant ça va devenir un privé de joke qui revient entre nous. Donc remontons dans le classement des podcasts. Mets 5 étoiles à ce podcast, dis-moi ce que t'en penses. Et puis si tu veux un petit peu plus d'histoire comme ça, historique, si tu veux un petit peu plus d'anecdotes business, tu sais que je lis beaucoup de biographies, beaucoup de choses, et donc je serai à même de te raconter un peu des histoires comme ça t'intéresse. Moi je trouve ça aussi assez sympa pour illustrer des concepts, de se nourrir des expériences des autres, puisque finalement on n'invente pas grand chose, on recycle, on tricote des concepts existants, on les utilise au mieux pour notre cas à nous. Finalement c'est comme ça que c'est le mieux de faire les choses, si tu veux monter un business ou si tu veux faire de l'immobilier, il n'y a pas grand chose à réinventer, même dans le trading, etc., dans tous ces business, il n'y a pas grand chose à réinventer en fait. Il faut s'inspirer de ce qui a marché chez les autres et puis appliquer. Alors t'es pas obligé de recopier de A à Z, mais un faisceau d'indices, un faisceau de bonnes pratiques, un faisceau de connaissances, de formation. Et puis voilà, tu peux faire à ta sauce. Et c'est aussi un petit peu comme ça d'ailleurs que je construis mon accompagnement en immobilier, où je te donne pas une vérité vraie à appliquer de A à Z en disant voilà, fais ça et tu seras riche. Non, parce que y a pas de vérité vraie dans la vie. Regarde les derniers, l'histoire que je viens de te raconter, leur vérité vraie c'était 4 caissons, c'est impossible. Et puis finalement plus de 1000 morts dans l'histoire. Donc voilà, pense que tu n'es jamais arrivé, personne n'est jamais arrivé, et moi le premier. Je te dis à très bientôt pour Business en bagnole, j'adore ce nom, et puis je te dis à plus très cher investisseur, rentable maintenant et pas dans 20 ans. Ciao!